Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Regard sur le monde. Et les regards sont toujours tournés vers Gaza où les bombardements et les attaques sionistes se poursuivent. Une avancée réalisée vers un accord pour une trêve dans l'enclave. L'occupation doit étudier. Et les commentaires du Hamas, les détails tout à l'heure. Nouvelle conférence sur la Libye sous l'égide de l'Union africaine. Un rendez-vous interlibyen fixé fin avril prochain. L'ingérence étrangère, principal frein à la résolution de la crise pointée par les participants, dont l'Algérie. Report de la présidentielle au Sénégal, l'annonce du président Macky Sall attise les tensions et soulève les interrogations. Quelle suite pour les événements? Nous tenterons d'y répondre dans cette émission. Et puis nous irons au Soudan où les affrontements font rage. Les citoyens, les habitants du Soudan prennent les armes pour se protéger et la situation humanitaire est de plus en plus précaire. C'est le Zoom de ce matin. Le gaz en question ce matin également. L'Algérie s'apprête à abriter le sommet des pays exportateurs de gaz, membre du forum et un des plus importants exportateurs au monde. Nous saurons tout sur la Sonatrach. Ce sera une série dans notre émission. Un cessez-le-feu à Gaza sur le point d'être convenu, c'est en tout cas ce qu'a laissé croire hier mardi le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. Selon lui, la réaction du Hamas au dernier plan de cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages était globalement positive. Affirmation lors de sa rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Moyen-Orient. Le Qatar joue le rôle de médiateur avec le Hamas en collaboration avec les États-Unis et l'Égypte. Le but, négocier un arrêt prolongé des combats et la libération des détenus. Le cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Al Thani n'a pas donné de détails sur la réponse du Hamas, mais a déclaré qu'il avait des commentaires. On l'écoute. Nous avons reçu une réponse du Hamas concernant le cadre général de l'accord des parties concernant les otages. La réponse comprend quelques commentaires sur le cadre, mais dans son ensemble, il s'agit d'une réponse positive au cadre. Toutefois, compte tenu du caractère sensible de cette phase, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Cette réponse nous pousse à l'optimisme et sera transmise à la partie sioniste. Et de nombreux spécialistes estiment que cette proposition a peu de chances d'aboutir à une trêve. Hamdan Amiri, militant palestinien, explique pourquoi il est contacté par Rabia Slimani. D'abord, il y avait une réponse collective envoyée ou portée par Hamas à la part égyptienne et qatari. Les Palestiniens, parce qu'ils sont plusieurs groupes qui résistent à Gaza, dont Hamas, ils ont demandé qu'on mette fin à cette offensive israélienne, qu'il soit dit dans l'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il doit être déclaré textuellement que les forces israéliennes qui sont encore dans la bande de Gaza doivent se retirer, qu'il y a un agenda de cette évacuation de ces forces israéliennes. Troisième chose, c'est l'entrée importante de l'aide humanitaire qui attendent du côté égyptien parce qu'il y a des centaines de camions qui attendent pour l'instant. Ils n'ont pas pu entrer. Quatrième chose, mettre fin une fois pour toutes que le blocus imposé contre la bande de Gaza depuis 2007 jusqu'à maintenant. La dernière chose demandée par les Palestiniens, que les choses soient claires concernant la reconstruction de tout ce qui est détruit à Gaza. Les Palestiniens attendent la réaction de l'autre partie. Si on fait confiance aux différentes déclarations faites par des responsables israéliens, dont Netanyahu et le ministre de la Défense, les Israéliens disent non. Ça sont des conditions inacceptables pour Israël. C'est aux Américains de jouer le jeu des cartes de pression sur Israël. De son côté, Blinken a confirmé que les autorités avaient reçu la réponse du Hamas et a déclaré qu'il informerait les dirigeants de l'entité sioniste lors de sa visite dans le pays ce mercredi. Le Hamas a déclaré dans un communiqué qu'il avait répondu dans un esprit positif à la dernière proposition des médiateurs américains et du Proche-Orient. Il a affirmé qu'il cherchait toujours à obtenir un cessez-le-feu global et complet pour mettre fin à l'agression contre notre peuple, une demande exclue
pas l'occupant, bien sûr. D'autres déclarations à retenir, celle du plus haut diplomate de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui a fait part de ses craintes quant à une possible offensive israélienne sur la ville de Rafah et sur le risque d'extension du conflit à toute la région, à moins qu'un cessez-le-feu ne soit conclu. Après que les frappes aériennes américaines aient touché des dizaines de sites dans la région, Borrell a déclaré qu'environ 1 million de Palestiniens ont été progressivement déplacés vers la frontière égyptienne. Il prétendait qu'il s'agissait de zones de sécurité, mais en réalité, ce que nous constatons, c'est que les bombardements qui touchent la population civile se poursuivent et créent une situation désastreuse, a-t-il affirmé. Cette volonté de diriger les troupes vers Rafah une fois Khan Younes prise a été exprimée par l'entité sioniste en fin de semaine dernière. Une telle offensive pourrait justement pousser les réfugiés vers l'Égypte, compromettant l'accord de paix entre l'entité sioniste et ce pays et provoquant la colère des États-Unis. Cela pourrait également torpiller les lenteurs des pourparlers de paix et les efforts autour d'un accord de trêve. Selon Borrell, cette guerre contre Gaza a créé un effet domino. Le conflit éclatant également au Liban, en Irak, en Syrie et dans la région de la mer Rouge. Et l'Algérie, membre du Conseil de sécurité, a appelé à la retenue. Son représentant auprès des Nations Unies a fait remarquer lundi à New York que la région est au bord de l'effondrement et que les dernières frappes menées contre l'Irak et la Syrie viennent envenimer la situation. Je vous propose d'écouter le représentant algérien à l'ONU. La question palestinienne constitue la pierre angulaire de cet effort depuis les agressions contre le peuple palestinien, particulièrement dans la bande de Gaza. Mon pays, l'Algérie, a à plusieurs reprises souligné les risques d'un embrasement régional. Malheureusement, l'évolution de la situation nous poussait à redoubler d'efforts pour éviter l'escalade dans toute la région. Les peuples de la région, c'est comme le cas pour les peuples du monde entier, aspirent à la paix, aspirent au développement et à la prospérité. Il est grand temps pour ce berceau de l'humanité de réclamer sa stabilité à travers un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Donc c'était le représentant algérien à l'ONU, Ammar Benjama. Crainte également des Nations Unies qui estiment que la ville de Rafah est en train de devenir une cocotte minute de désespoir. Et c'est le moins que l'on puisse dire, compte tenu de la situation des Palestiniens dans l'enclave, pénurie de nourriture, d'eau, pas d'électricité ni d'installation sanitaire. Plus d'un million 200 000 réfugiés au sud de Gaza sont exposés aux éléments. Et là encore, les enfants sont les premières victimes, tout comme lors des bombardements sionistes. Le nombre d'orphelins accroît quotidiennement. On écoute à ce sujet Rassan Habash, membre de l'association des orphelins de Palestine ADOP. Il répond à Kalima Hasnaoui. Quotidiennement, les morgues palestiniennes voient affluer par dizaines des cadavres ou des morceaux d'enfants tués par l'armée d'occupation. Et tout cela se passe, si vous voulez, dans une forme d'indifférence et l'occupant agit en toute impunité en fait, puisque nous entendons des discours, mais aucune action vraiment concrète n'est prise et l'occupant semble ne pas être inquiété et continue ses crimes tous les jours en toute impunité sans être inquiété. Ces enfants sont traumatisés, ils sont détruits moralement et psychologiquement au-delà des séquelles physiques qu'ils peuvent avoir. Quand ce n'est pas des blessures dues au bombardement ou aux armes, ce sont des blessures dues à la maladie, à la famine, à l'eau polluée. Nombreux sont ceux aussi qui se retrouvent désormais orphelins, sans famille, des petits-enfants de 10 ans qui doivent s'occuper de toute une fratrie complète, donc c'est une situation extrêmement compliquée. Les structures existantes ne peuvent plus répondre aux besoins grandissants. Il n'y a plus d'infrastructures, si vous voulez. Les autorités gérant la bande de Gaza ne peuvent plus s'occuper et administrer la bande politiquement, administrativement, socialement, économiquement. Tous les établissements sont des cibles professionnelles, que ce soit les écoles, surtout les hôpitaux, comme on l'a vu, ce qui rend le travail extrêmement difficile pour toutes les organisations humanitaires, que ce soit Médecins sans frontières et aussi toutes les grandes organisations humanitaires, l'UNRWA notamment. Donc dans ce contexte, si vous voulez, le travail de notre association ADOP, Association des orphelins de Palestine, qui s'occupait justement d'accompagner ces orphelins pour leur éducation, pour leur épanouissement, nous les accompagnons toujours dans le cadre de cette agression continue depuis le 7 octobre, puisque les écoles, qui sont devenues aussi de grands camps de réfugiés et des hôpitaux aussi parfois, sont un endroit où les familles s'entassent désormais.
Josep Borrell a également exprimé son inquiétude quant au sort de l'agence humanitaire des Nations Unies, travaillant avec les Palestiniens après que 12 membres du personnel de l'UNRWA aient été accusés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre, ce qui a conduit les États-Unis et d'autres à retirer le financement de la plus grande aide humanitaire de Gaza. Borrell a déclaré que la majorité des ministres présents lors d'une réunion des 27 pays de l'Union européenne estiment que le travail de l'UNRWA est vital. Alors que certains pays ont gelé leur soutien, Borrell a déclaré que d'autres ministres l'avaient informé que leur gouvernement allait augmenter leur financement. Il ne les a pas nommés toutefois. Et pendant ce temps, la résistance palestinienne fait preuve d'une grande résilience et surtout d'une grande morale. Des affrontements féroces ont lieu dans différents points du nord et le centre de Gaza. Ramzi Al-Bayrouti rappelle et met en exergue cette différence entre les deux forces et le dit à Karim Abnour. Malgré la grande différence qu'il y a entre l'arsenal militaire sioniste, les armes, l'artillerie militaire, les fusils de guerre ainsi que les missiles intelligents, comparé avec les moyens de combat simples utilisés par la résistance palestinienne, la différence réside dans l'éthique de la guerre qui est énorme. L'occupant sioniste cible délibérément les citoyens palestiniens isolés, il tue les femmes et les enfants, il assassine des vieux, il détruit les infrastructures, alors qu'en parallèle, la résistance palestinienne mène un combat propre contre l'armée sioniste et ses chars qui se sont installés dans la bande de Gaza. Cette grande différence, le monde entier en est conscient, même si l'armée sioniste prétend être la seule institution morale dans le monde. Et tout ce qui se passe a prouvé qu'il mentait et ce qu'il pratique est qualifié de crime de guerre horrible. Et la situation en Cisjordanie occupée n'est pas meilleure. Les incursions des forces sionistes et leur violence contre les Palestiniens s'intensifient. Le journaliste Mouad Esseba revient sur le quotidien difficile des Palestiniens. Il est contacté par Karim Abnouch. L'armée de l'occupation fait des incursions quotidiennes dans les camps de la Cisjordanie qui sont des concentrations de résistants à Ramallah, là où les armes se trouvent en grande quantité. Les incursions concernent également certaines villes où les sionistes pensent qu'ils pourraient lutter contre leur entité. Toute la Cisjordanie est fermée, les barrages militaires sont plantés sur toutes les entrées, ce qui rend très difficile les déplacements des Palestiniens, à l'exemple d'El Khalil, où en temps normal, ça prend 1h30 à 2 heures de temps pour y arriver. Maintenant, il faut 6 heures. La construction des colonies a redoublé après la guerre. Plusieurs maisons ont été démolies pour vider ces quartiers. Pour les prisonniers palestiniens, avant la guerre, il y en avait 6000. Après la guerre, 6900 autres ont été emprisonnés. Les visites sont interdites et on n'a pas de nouvelles de leur sort. La plupart viennent de Gaza, dont 200 femmes. Ils vivent dans des conditions terribles de torture physique et morale quotidienne. C'était le journaliste palestinien Mouad Esseba depuis Ramallah qui revenait sur le quotidien difficile des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Il s'exprimait, il était contacté par Karim Abnoul, voilà qui clôt notre premier volet. Rendez-vous pris pour un dialogue inter-libyen fin avril prochain à Sirte. C'était à l'issue d'un nouveau sommet sur la Libye sous l'égide de l'Union africaine, un processus que l'Algérie appuie pleinement, tout comme la tenue d'élections. Dans son message lu par le Premier ministre lors du sommet, le président de la République Al-Majid Tebboune a rappelé que l'ingérence étrangère empêchait toute résolution de la crise en Libye. Les détails dans ce sujet de Chakib Benzaoui. L'objectif était d'organiser des élections générales fin 2021, mais le processus a échoué et les dates ont été reportées en raison de divergences et de divisions autour de certains sujets. Aujourd'hui, Nadir Arbaoui, au nom du président de la République, s'engage à œuvrer pour la réussite du processus de réconciliation à travers l'action commune régionale et internationale. L'Algérie appuie totalement le projet de réconciliation en Libye et ne les ignore sur aucun effort dans le cadre de cette commission pour participer activement dans la réussite de ce processus. Nous réitérons l'appel à toutes les parties libyennes à œuvrer à la concrétisation des aspirations du peuple libyen avec toutes ses composantes, loin de toute pression ou ingérence étrangère. Enfin, le Premier ministre souligne le danger relatif à la présence de groupes armés et condamne toute forme d'ingérence étrangère
dans ce pays frère. Nous insistons sur la nécessité de mettre fin à toute forme de présence militaire en Libye, notamment le retrait des mercenaires, tous les mercenaires, peu importe leur appellation, car l'usage de la force en Libye ne peut conduire qu'à la persistance de la crise et la mise du peuple libyen en danger, et ainsi compromettre son droit à la stabilité et à la sécurité, en plus de la détérioration de la situation dans la région et la division qui n'est autre que le foyer des milices armées, les groupes terroristes et criminels, ainsi qu'aux flux migratoires clandestins. À travers son discours, lu au nom du chef de l'État, Nader Arbaoui insiste enfin sur l'impératif de renforcer le processus de résolution pacifique de la crise avant la tenue de la conférence nationale pour la réunification des parties libyennes prévue en avril prochain dans la ville de Sirte. Et les Libyens se disent optimistes quant à la suite des événements pour une réconciliation interlibyenne. On écoute l'analyste politique libyen Msbah Ezwi qui le confie à Lias Telredi. Dans le cadre de la réconciliation nationale chargée d'établir la paix sociale, je pense que c'est arrivé au bon moment et plus que jamais par le passé, le peuple libyen a besoin de se réconcilier, a besoin de retrouver la paix malgré la diversité des tribus. Les gens se connaissent en Libye, la population libyenne n'est pas une grande population, nous sommes pour tout et en tout 6 millions et je pense que c'est une très très bonne initiative sur tout le territoire libyen. Les prisonniers libyens ont été libérés, enfin des prisonniers qui ont été libérés dans la partie ouest de la Libye. C'est un très bon signe, ça permet d'apaiser les tensions et je pense que plus que jamais, on doit être clément, on doit être tolérant et il faudrait absolument qu'il y ait le pardon, qu'il y ait la réconciliation nationale si réellement nous voulons l'unité du pays et nous voulons un pays stable et prospère. Pour sa part, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a appelé les partis libyennes à mettre à profit l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale pour tenter d'aboutir à un règlement politique de la crise libyenne. L'Algérie, tout comme la Tunisie, devrait jouer un rôle important dans le soutien du processus de réconciliation interlibyenne. Le politologue tunisien Kamel Benyouz l'explique à la BASLI. L'Algérie et la Tunisie auront un mot à dire puisqu'ils sont les voisins les plus proches de plus de 80% de la population libyenne qui se concentre plutôt à l'ouest. Cette année, l'Algérie et l'année prochaine, l'Algérie est un membre au Conseil de sécurité, ce qui est très important puisque l'Algérie a été toujours pour une solution politique et contre les ingérences internationales et régionales et surtout les ingérences armées. Donc, il y aurait possibilité de relancer la coopération entre Tripoli et ses voisins de l'Ouest, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie. Et maintenant, l'Algérie, qui est membre au Conseil de sécurité, pourrait relever de nouveau le point très sensible, c'est-à-dire que le dossier libyen est encore jugé au Conseil de sécurité et aux Nations Unies selon l'article 7. L'article 7 qui a été adopté en 2011 pour faire tomber Kadhafi est encore en vigueur. Il n'a pas été annulé et on n'a pas pris une décision similaire aussi forte pour imposer la solution politique. Un article donc qui pose problème et qui devrait être abrogé selon Kamel Benyouz. S'il y aurait une décision internationale, arrêter l'état de guerre, puisque l'article 7 du Conseil de sécurité est encore en rigueur, cela veut dire que le dossier à l'échelle internationale pour Washington et ses alliés occidentaux et les forces régionales est considéré comme encore un pays de guerre. Il faudrait une décision très claire du Conseil de sécurité et imposer aux différents leaders sur place la solution politique. Sinon, il y aura toujours des gens qui profitent de l'économie de guerre, de l'achat des armes, de la diplomatie des guerres. Il y aura toujours des gens favorables à certains lobbies du Golfe, de l'Est, du Sud, du Nord. Et le peuple libyen souffre depuis une douzaine d'années de l'instabilité. Je pense que c'est une condition préliminaire. Il n'y a pas de sens à l'échelle internationale pour discuter un dossier politique lorsque le statut de ce pays est encore sous l'article 7, donc il est encore considéré un pays de guerre ou bien un pays en guerre.
On reste dans le continent africain avec ce coup de théâtre au Sénégal. Précisément, le président Macky Sall décide du report des élections présidentielles prévues initialement en février. Le scrutin était annulé sans donner de nouvelles dates. Cette annonce a soulevé un tollé et risque d'enflammer une situation déjà tendue. L'analyste géopolitique Jonathan Batengene nous donne sa lecture sur les potentiels développements après cette annonce. Il se confie à Elias Telrini. On soupçonnait déjà cette forfaiture de la part de M. Macky Sall. Macky Sall, fort du soutien qu'il a vis-à-vis de la France, des États-Unis et des puissances occidentales, leur influence réduite en Afrique de l'Ouest par l'arrivée de ce qu'ils appellent l'influence russe dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour nous, panafricanistes, il n'y a donc aucune surprise dans ce qui est fait, ce qu'on appelle de rupture constitutionnelle véritable. Il ne serait donc pas surprenant si vous observez dans les mois à venir des développement assez inattendu, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les militaires ou tout autre scénario assez catastrophique. Le peuple, en tout cas, reste mobilisé. Vous avez vu les Sénégalais de partout qui demandent que l'ordre constitutionnel soit respecté et vous avez vu le communiqué de la CEDEAO qui a exprimé ses craintes. On arrive au Zoom de ce mercredi qui nous conduit au Soudan et c'est avec Elias Telrini. Yes, bonjour. Bonjour Sabrina. Rien ne va plus au Soudan. On va commencer avec quelques chiffres qui reflètent la situation actuelle. Depuis le début des combats le 15 avril dernier, au moins 12 000 personnes ont été tuées au Soudan avec des milliers de blessés. Entre 6 et 7 millions de Soudanais se sont déplacés à l'intérieur du pays. C'est le taux le plus élevé au monde. L'accès à l'eau, à l'électricité, au réseau téléphonique et Internet est bloqué. Les travailleurs humanitaires ont également été ciblés. Le Programme alimentaire mondial exhorte les parties en conflit à fournir des garanties sécuritaires afin de pouvoir atteindre les personnes dans le besoin. Alors que l'ONU a déclaré récemment que les besoins pour l'aide humanitaire cette année sont estimés à 4,1 milliards de dollars. Entre-temps, la majorité des hôpitaux est hors service avec une pénurie de matériel médical. La situation nutritionnelle est catastrophique. Environ 18 millions de Soudanais sont confrontés à une faim aiguë, notamment à Khartoum, El Jazira et au Darfour, où justement la Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes de guerre et où un enfant meurt tous les 2 heures selon les ONG présentes sur place. S'ajoute à cela plus d'1 million de réfugiés, environ 600 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, se trouvent actuellement à l'est du Tchad. Pour le moment, aucune perspective de paix est en vue et les efforts diplomatiques butent à chaque fois. C'est une situation qui inquiète sérieusement les pays voisins d'un risque de déstabilisation régionale. Et si le Soudan ne manque pas de ressources, étant le 3e producteur d'or en Afrique, l'économie soudanaise, elle, s'effondre et la monnaie locale a perdu la moitié de sa valeur. Pendant que la guerre pour le pouvoir se poursuit entre l'armée régulière et les forces paramilitaires, c'est le peuple soudanais qui est pris en otage. Merci Elias Telrini. On passe tout de suite au dernier volet de notre émission. Notre dernier volet est éminemment économique et stratégique. Il concerne le gaz. Cette énergie dont la demande mondiale est croissante est souvent au cœur de conflits régionaux et mondiaux. Nous vous proposons une série consacrée à cette ressource en prévision du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette 7e session se tiendra du 29 février au 2 mars. Et comme c'est Alger qui abritera cette année, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach ouvre le bal avec plus de 50 milliards mètres cubes. L'Algérie est l'un des plus importants exportateurs de gaz au monde, nous dit Sofia Boukacha. Un des plus grands exportateurs de gaz avec plus de 60 milliards de dollars en 2022. La commercialisation de ce produit constitue l'une des opérations les plus importantes. Plusieurs étapes sont mises en œuvre pour la vente du gaz sur les marchés internationaux. Abdelraouf Irfoulma, ingénieur technico-commercial au niveau de la direction exportation gaz Sonatrach. Lors de la conclusion des contrats, il faut une analyse approfondie sur le marché, en tenant compte des facteurs tels que l'offre et la demande, la fluctuation des prix, les événements géopolitiques ainsi que les conditions météorologiques. Les négociations de contrats de vente et d'achat de gaz naturel permettent de définir des conditions pour la transaction telles que les prix, les quantités
les modalités de livraison ainsi que les échéances. L'engagement, la qualité font de Sonatrach un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale, mais surtout fournisseur sûr et fiable. Amziane Lemia, ingénieur études commerciales au sein du département exportation du gaz naturel liquéfié. L'engagement ferme envers la sécurité opérationnelle, tant pour ses employés et pour l'environnement. Des normes strictes de sécurité sont appliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production jusqu'à la livraison. Sonatrach garantit une qualité qui répond aux normes internationales, ce qui renforce la confiance de ses partenaires commerciaux. Sonatrach respecte aussi les termes des contrats et les délais de livraison convenus avec ses clients. Elle adopte également une approche transparente dans les transactions commerciales et communique d'une manière proactive avec les clients. Investit aussi dans les technologies innovantes afin d'optimiser les opérations, réduire les émissions et améliorer l'efficacité. Cela contribue à maintenir une position compétitive sur le marché. Les exportations sont en hausse. Les marchés de destination sont divers. Mohamed Karim Khourish, ingénieur études commerciales, Sonatrach. Exporte son gaz sous forme de gaz naturel, par gazoduc, et le GNL, le gaz naturel liquéfié, à travers les méthaniers, vers plusieurs destinations bien sûr, en fonction de plusieurs facteurs, tels que les accords commerciaux, c'est des contrats entre Sonatrach et ses clients, la demande énergétique mondiale et les partenaires stratégiques. Et le gaz naturel exporté par Sonatrach est principalement destiné vers le marché européen, en raison de sa proximité géographique bien sûr, mais aussi vers d'autres destinations, telles que l'Asie. Sonatrach, c'est aussi l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché national. Cela joue un rôle crucial dans la dynamique et la croissance économique du pays. Sohila Boukhlifa, assistante vente au département vente opération gaz sur le marché national. En plus du champ de Hassirmel, d'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde, Sonatrach a découvert d'importants gisements en gaz grâce à ses activités d'exploration. Cela en lui permettant d'assurer un approvisionnement fiable et constant, dont la demande connaît un accroissement moyen de plus de 6% par an durant les 30 dernières années, et aussi à travers ses investissements massifs dans le développement d'une infrastructure de transport par gazoduc à travers toutes les régions du pays. Actuellement, dans le top 10 des pays exportateurs de gaz, plusieurs mesures sont prises pour accroître sa présence et ainsi acquérir de nouvelles parts de marché. Malha Aitali, assistante vente à la direction commercialisation GNL. Diverses mesures et efforts stratégiques sont entrepris par Sonatrach afin d'accroître ses parts sur le marché international. Sonatrach favorise le partenariat énergétique avec les majeurs via les co-entreprises, la collaboration, les alliances stratégiques. Le renforcement de la position de Sonatrach dépend du GNL car Sonatrach dispose les 4 complexes de liquéfaction et une grande flotte de méthaniers. Les exportations en gaz ont dépassé les 50 milliards de mètres cubes. Sonatrach continue d'émerger et reste la première entreprise africaine en matière d'exportation de gaz et de découverte réalisée en 2022. Voilà qui termine cette émission réalisée par Fatima Sabri. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Alias Tellerini qui a été avec nous ce matin. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous même lieu, même heure la semaine prochaine sur Alger Chaîne 3. Bonne écoute.